Voici un graphique montrant la démographie de Miami en 2021, et c'est incroyable quand on regarde la population hispanique comparée aux autres groupes de la région. Même si la Floride ne compte pas autant de résidents latinos que la Californie ou le Texas, la population de la région métropolitaine de Miami a cru très rapidement depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, essentiellement grâce à la forte hausse du nombre de latino-américains. En réalité, la ville s'est imposée comme une Amérique latine au sein des États-Unis. À Miami, 51% de la population de la ville est née à l'étranger et on estime que 66% de ses habitants parlent espagnol à la maison. La langue s'impose dès l'arrivée à l'aéroport international de Miami. À la radio, les animateurs diffusent les nouvelles locales en espagnol avec l'accent cubain. Les panneaux publicitaires font la promotion d'avocats spécialisés en dommages corporels parlant espagnol et des émissions ainsi que des offices religieux en espagnol passent à la télévision. Dans de nombreux magasins, restaurants et voitures Uber, on s'adresse à vous d'abord, voire uniquement en espagnol. Après tout, on estime que seulement 25% de la population de la ville sont des locuteurs natifs de l'anglais. Cette forte concentration démographique en un lieu est unique, même avec la réputation de l'Amérique comme creuset de peuples et de culture. On pourrait croire à un phénomène récent, mais plusieurs raisons expliquant la réputation de la ville comme nouvelle Amérique latine datent en fait de longtemps. Bien que l'immigration latino-américaine aux États-Unis soit souvent associée aux franchissements illégaux de la frontière mexicaine ou à des emplois peu qualifiés, la population hispanique de Miami diffère de cette image. À Los Angeles, l'espagnol est souvent parlé par les serveurs ou jardiniers. À Miami, ce sont les propriétaires des restaurants et des maisons avec pelouse qu'ils parlent. Comment Miami est-elle devenue la nouvelle Amérique latine et l'endroit où il faut être pour qui aspire à la réussite et à la richesse pour la communauté hispanique? Deux causes majeures ont été l'économie et les conséquences d'événements politiques complexes en Amérique centrale et du Sud, poussant les latino-américains vers la Floride. Mais il est aussi utile d'examiner l'histoire et le contexte pour comprendre pourquoi Miami. Avant la création de l'Amérique indépendante, l'État de Floride existait en tant que colonie espagnole après que l'explorateur Juan Ponce de León y soit arrivé en 1513. L'État a ensuite été cédé à l'Amérique en 1819 et Miami était alors considérée comme une petite bourgade pionnière peuplée de commerçants. Malgré la domination espagnole de l'État, l'immigration hispanique en Floride n'a vraiment augmenté qu'à la fin des années 1880, déclenchant plusieurs vagues migratoires. Les premiers immigrants, dont des Cubains et Portoricains, fuyant le colonialisme espagnol, choisissaient la Floride pour sa proximité avec l'Amérique centrale et les Caraïbes. L'économie a autant compté que la politique. Le commerce entre les Antilles espagnoles et la Floride a favorisé la migration d'ouvriers portoricains et dominicains des plantations de sucre, suivies des Cubains lors du développement de l'industrie du cigare en Floride. Même si l'immigration initiale était moindre qu'aujourd'hui, elle a posé les bases linguistiques et culturelles de Miami, qui deviendraient importantes, et un point d'entrée vers les États-Unis, majoritairement anglophones. Comme c'est le cas pour de nombreux groupes d'immigrants ethniques ou linguistiques, les nouveaux arrivants ont tendance à s'installer d'abord dans des zones où des communautés similaires vivent déjà. Et cette base allait devenir plus forte et plus importante lorsqu'une seconde vague, plus importante, d'immigration hispanique a eu lieu à partir des années 1960. C'est la révolution cubaine de 1959 qui a sans doute été le plus grand catalyseur de la transformation de Miami. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 500 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1,5 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant.
Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Une génération de Cubains, souvent de classe moyenne, professionnels et instruits, a commencé à s'installer dans la ville, fuyant le régime socialiste de Fidel Castro, contrairement à la vague hispanique de la fin du 19e siècle. Entre 1960 et 1970 environ, 290 000 Cubains ont fui vers la Floride. Et au cours de la décennie suivante, 265 000 autres ont traversé le détroit de Floride. À la fin des années 1960, la population d'expatriés cubains de Miami était passée d'environ 10 000 à un demi-million. Comme il s'agissait de réfugiés politiques fuyant le communisme, le gouvernement américain était d'abord désireux d'apporter son aide aux nouveaux arrivants et a promulgué le loi d'ajustement cubain en 1966, faisant des Cubains le seul groupe latino pouvant obtenir une carte verte après un an de résidence aux États-Unis. Après l'échec de la baie des Cochons, anéantissant l'espoir de renverser Castro, les exilés cubains ont choisi de rester à Miami. Beaucoup de Cubains issus de la classe des propriétaires terriens et des professionnels ont transféré directement leurs actifs commerciaux depuis la Havane pour échapper aux politiques de nationalisation de Castro et ont ouvert des banques, des restaurants, des écoles et des épiceries afin de poursuivre la vie qu'ils avaient laissée derrière eux. Une base cubaine solide étant désormais établie, une dernière vague de migration cubaine débuta au début des années 1980 avec l'exode de Mariel. Face à la dégradation économique et à la baisse du niveau de vie à Cuba, de nombreux Cubains ont cherché l'asile dans les ambassades sud-américaines, dont plus de 10 000 à celle du Pérou à la Havane. Assez curieusement, cependant, le gouvernement de Castro a soudainement annoncé que ceux qui souhaitaient quitter le pays ne seraient pas empêchés de le faire. Ainsi, 125 000 autres ressortissants cubains ont fui vers Miami à bord de bateaux. Le gouvernement américain a tenté de freiner la troisième vague de Cubains en rapatriant certains à la base de Guantanamo et en faisant pression sur Cuba pour qu'ils soient repris. Mais des failles dans les lois sur l'asile forçaient aussi le gouvernement à accueillir les Cubains et à traiter leurs dossiers dès leur arrivée sur le sol américain. À la fin des années 1980, la population de Miami était désormais composée à 26% de latino-américains, dont la majorité étaient des Cubains. Mais les exilés hispaniques à Miami n'étaient pas uniquement des réfugiés cubains. Et à mesure que la ville devenait une enclave hispanophone dans une région proche du territoire continental des États-Unis, elle a commencé à servir de pôle d'attraction pour d'autres groupes latino-américains. Les Nicaraguayens, fuyant le gouvernement marxiste sandiniste et la guerre civile qui a suivi dans les années 1970 et 1980, ont également choisi Miami comme destination. Comme les Cubains, les exilés nicaraguayens, issus de la haute société et qualifiés, ont créé des entreprises et transféré leurs ressources dans la ville. D'autres problèmes politiques, dans des pays d'Amérique centrale comme le Salvador et le Guatemala, ont également entraîné une nouvelle vague d'immigration vers ce qui était désormais une ville latino-américaine en plein essor. Au début des années 1990, la Colombie était frappée par les cartels de drogue, la contrebande de cocaïne, la corruption politique et le terrorisme parlementaire. Les professionnels, les riches et les proches de politiciens sont devenus des cibles d'enlèvement par les gangsters et chefs de cartel. Et cette escalade de violence sanglante a poussé les Colombiens disposant de ressources financières et des moyens de voyager à se diriger vers Miami et le sud de la Floride, relativement proches. Même si la situation en Colombie s'améliorait vers 2005, de nombreux Colombiens ayant émigré ont préféré rester aux États-Unis, attirés par de meilleures opportunités économiques. Et ils ont également été rejoints par leurs proches, car les vols entre Miami et la Colombie sont devenus plus abordables et plus fréquents. Ces groupes ont également été rejoints par des immigrants hispanophones aisés du Pérou, qui cherchaient à échapper au terrorisme et à l'hyperinflation qui frappait leur pays, puis plus tard par des professionnels argentins, qui préféraient le climat économique plus stable des États-Unis. En 1990, on estimait qu'environ 400 000 personnes originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud étaient désormais installées en Floride. Cela a marqué l'économie de Miami, faisant de la ville un acteur clé du commerce et des affaires à l'ère de la mondialisation. Par exemple, dans la finance, les exilés cubains ont forgé la réputation de Miami comme centre bancaire international et capitale financière de l'Amérique latine. Une conséquence majeure des bouleversements politiques qui poussaient les latino-américains aisés à Miami, c'est que la richesse a migré avec eux. Plusieurs banques nationales et internationales ont lancé des services de gestion de patrimoine pour les nouveaux arrivants et y ont implanté leurs activités. En 2012, on estimait que Miami avait dépassé Los Angeles en ayant la plus forte concentration d'entreprises détenues par des immigrés, avec 45% des entreprises créées dans la ville qui étaient fondées et exploitées par une personne née à l'étranger. Ces bases linguistiques et économiques posées, passons à aujourd'hui pour voir comment cela a influencé l'image de Miami comme nouvelle Amérique latine. Imaginez être un homme d'affaires latino-américain
ou un fondateur de start-up souhaitant étendre votre marché. Vous avez un lieu avec un afflux constant de public et de consommateurs au profil similaire, où vous pouvez réseauter et appeler en espagnol pour obtenir l'infrastructure nécessaire. Avec des vols vers les villes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud relativement courts, Miami agit désormais comme un pont géographique entre les cultures hispanophones et anglophones si vous souhaitez vous développer davantage. Si vous êtes riche et inquiet des conflits politiques ou de la dévaluation monétaire dans votre pays, Miami offre une option hispanophone plus sûre pour investir dans l'immobilier. Cela peut sembler publicitaire, mais avec ses infrastructures adaptées à des personnes d'origine similaire dans une même zone, on comprend pourquoi. Miami est devenu un refuge attractif pour les hispaniques aisés grâce à son attitude pro-business et à la croissance attendue des économies mexicaines, colombiennes et brésiliennes. Il est logique d'utiliser la ville comme un lieu d'affaires entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, et de la présenter comme l'endroit où les nouvelles classes moyennes ambitieuses peuvent se faire un nom. Bien que de nombreux immigrants hispaniques aient réussi à refaire leur vie à Miami, la situation n'a pas toujours été facile. Les résidents blancs déjà présents dans la ville se sentent parfois menacés par les nouveaux arrivants, certains choisissant de quitter la Floride, tandis que les commissions du comté ont adopté des lois déclarant que la plupart des démarches administratives devaient se faire en anglais. Bien que cela ait été abrogé plus tard, en 1993. Des arrivants d'Amérique latine ont aussi importé les conflits politiques et sociaux qu'ils fuyaient. En 1975, des groupes militants cubains ont lancé plus de 30 attentats à la bombe contre des personnes soupçonnées de soutenir Castro et des espions communistes. Dans les années 1980, les cartels de la drogue colombiens utilisaient Miami comme base pour organiser leurs activités en Amérique, menant des trafics de drogue illégaux et des opérations de blanchiment d'argent à travers les banques et l'immobilier de Miami, ainsi que des assassinats violents en public. Les avocats pénalistes locaux vivaient aussi de la défense de suspects de trafic de drogue, ce qui a fait connaître Miami pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, les Cubains de Miami occupent encore une grande place dans les milieux culturels, économiques et politiques, suivis des Colombiens. Les politiciens mènent campagne en espagnol, promettant d'influencer la politique étrangère américaine envers les pays d'origine de leurs électeurs. Des hommes politiques américains de premier plan, comme Marco Rubio, ont grandi au sein de la communauté latino de Miami, et Javier Suárez, né à Cuba, a été élu maire de la ville en 1985, avant que son fils Francis n'occupe le même poste en 2017. La population latino-américaine de Miami s'est désormais élargie pour inclure une nouvelle génération de Vénézuéliens aisés, qui ont commencé à passer plus de temps dans la ville après l'élection de Hugo Chavez en 1999. De nombreux hispaniques à Miami sont désormais regroupés sous le terme latino-américain, plutôt que d'être définis par leurs origines nationales, après s'être mélangés et mariés entre eux, tout en s'intégrant sous la bannière de leur rêve américain. Les plus de 60 ans d'immigration continue en provenance de pays hispanophones ont même commencé à influencer le type d'anglais parlé par les habitants, y compris ceux qui ne parlent pas espagnol, la nouvelle génération développant un accent où l'anglais est parlé avec des sons de voyelles espagnoles, une structure grammaticale et un rythme espagnol. Pour rester une zone économique majeure, la ville adopte la culture hispanique et devrait continuer à se développer comme centre du commerce et base culturelle latino-américaine aux États-Unis.